Donc il s'agit d'une intervention sur l'économie circulaire. Je la restreins évidemment à ce qui pourrait intéresser les architectes. J'ai évidemment pas la prétention de faire un cours d'économie sur l'économie circulaire. Voilà, donc c'est ce que l'économie circulaire nous dit de l'architecture, et peut-être même l'inverse. Voilà, et la structure du cours, je vais commencer par ce qu'on sait de l'architecture, du bâtiment, comment ça fonctionne aujourd'hui, pour arriver vers quelque chose qui pourrait ouvrir d'autres horizons. Voilà, c'est très simple, introduction, conclusion. Ce qu'on connaît aujourd'hui du bâtiment, c'est comment il fonctionne. Vous l'avez illustré tout à l'heure avec vos excellents détails dessinés, et comment ces fonctionnements, ces systèmes fonctionnent au sein d'une infrastructure. Si je schématise, un bâtiment est une machine qui s'inscrit dans une économie linéaire. Alors je vais schématiser le bâtiment, je vais le schématiser là, en coupe. Souvent en écologie, on présente les choses en coupe. On a donc le bâtiment, et puis on a des entrants et des sortants. Le tout dans un environnement, voilà, en général, restreint pour les architectes à ce qu'on en voit, et pour les ingénieurs à ce qu'on n'en voit pas. Infrastructure et bâtiment. C'est donc très facile à comprendre. Ces infrastructures ont plusieurs formes. Elles ont une architecture comme les bâtiments ont une architecture, qu'on apprend dans certaines écoles. Ces infrastructures-là peuvent être sous forme d'antenne ou sous forme de maillage. Finalement, peu importe, les bâtiments sont toujours plugués dessus, voilà, sont alimentés, que ce soit un réseau de transport ou que ce soit une ville, sont alimentés sur un réseau d'infrastructures. Voilà, schématisé comme ci. On avait vu, je crois, avec Benjamin, je crois, et un des camarades de Benjamin, on avait fait l'exercice de qu'est-ce qui rentre dans un bâtiment et qu'est-ce qui sort. Voilà. Il rentre beaucoup de choses dans un bâtiment et il sort beaucoup de choses d'un bâtiment. Je ne refais pas le cours là-dessus. Globalement, il sort des ressources naturelles ou transformées. Alors, naturelles, on peut les citer, donc des apports solaires, de la pluie, du vent sous forme de pression, une foultitude de choses, sans oublier des éléments liés à la biodiversité. On peut rentrer des animaux, des virus, voilà, des végétaux, désirables ou indésirables, de la mousse, ce genre de choses. Et puis des produits transformés qui sont issus, donc, qui sont véhiculés par les réseaux d'infrastructures, que sont les réseaux d'énergie, les réseaux d'assainissement, les réseaux, que sais-je encore, du gaz, de l'air comprimé, de l'eau propre, de l'eau sale qui ressort. Donc on a deux types de ressources. On a des ressources naturelles, non transformées, c'est directes, et on a des ressources transformées. Voilà. Les ressources naturelles sont souvent vues dans une approche classique comme des contraintes. Bon, là, voilà, réellement, l'apport solaire en été est une contrainte, l'eau est une contrainte, il faut, vous avez fait des détails de cachetté, il faut s'en prémunir, le vent est une contrainte, bon, parfois, dans une approche un petit peu plus symbiotique, ou avec une approche un peu plus écologique, ce sont vus au contraire comme des ressources, non pas comme des contraintes, mais des apports bénéfiques. Et puis les ressources transformées sont évidemment tout ce qu'on envoie dans le bâtiment, simplement pour assurer deux choses dans le bâtiment, essentiellement le confort et la sécurité. Voilà, sécurité y compris du bâtiment lui-même, d'où vos cours de structure pour évidemment que le bâtiment ne se dégrade pas. Les attaques en termes de sécurité sont par exemple les annuités, des intempéries et des avatars humains. On peut lister, hélas, malheureusement, ce qui peut rentrer dans les bâtiments sont des choses tout à fait indésirables comme des bombardements, ce genre de choses. Tout ce qui ressort est transformé en général de manière dégradée, évidemment, parce que ça a été utilisé pour assurer ce confort et cette sécurité. Tout ça, on sait ça par cœur, sans difficulté, et ça s'inscrit dans le cadre d'une économie linéaire. Alors linéaire, pourquoi ? À cause du schéma, on le voit bien, ça s'inscrit, ça se plug sur une ligne. Et linéaire aussi, en termes d'éthique, l'architecte se soucie en général assez peu de ce qui va, de l'origine de ce qui va rentrer dans son bâtiment et du devenir de ce qui va en sortir. Bon, maintenant les choses commencent à évoluer un petit peu. Les architectes quand même se posent un certain nombre de questions à ce sujet, notamment en termes économiques.
je pars donc de ce qu'on connaît, l'économie linéaire, et j'en fais une très rapide critique, d'un point de vue notamment écologique. Alors d'abord, avant d'en faire une critique, j'en fais la louange, les avantages. Il y a 2 avantages, je crois. C'est premièrement que, étant donné que c'est un système, que je retrouve mes notes, étant donné que c'est un système assez rodé, assez éprouvé, eh bien, on peut l'optimiser. Et les bâtiments sont optimisés en permanence. Je veux dire, on parle de bâtiments de première, deuxième, troisième génération, comme pour les voitures. Et donc, ce système-là, c'est un système industriel qui peut être optimisé, et ça, c'est un avantage quand même. Hein. Sauf pour certains bâtiments qui sont très expérimentaux. En général, l'immense majorité de ce qui sort de ce schéma-là sont des choses qu'on peut optimiser. Premier avantage. Deuxième avantage, la sécurité, à une condition, c'est que les conditions de gouvernance soient respectées. C'est-à-dire, globalement, un pays en paix, à l'abri des catastrophes, de trop grosses catastrophes naturelles, et qui a une économie qui tient à peu près la route. Ça, c'est quand même un avantage aussi, c'est-à-dire qu'en fait, la garantie du fonctionnement de l'ensemble du système est assurée par des grands opérateurs, en général institutionnels. Ça peut être le défaut, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'à un moment, il y a quand même une gestion de ce réseau et de ces terminaisons par des opérateurs dont c'est le métier. L'exemple le plus récent, c'est le compteur Linky EDF qui est placé au cœur du système pour renvoyer de l'information. Donc il y a une gestion d'un côté et puis on a une information de l'autre. Et voilà, cette centralisation de l'information permet là aussi des optimisations, non pas du bâtiment, mais du système. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, le système a des limites, évidemment, vous voyez un petit peu où je veux en venir, des limites qu'on peut lister dans 3 champs. Le premier, c'est le champ écologique. Je parlerai après du champ économique, et puis après du champ social. Vous reconnaissez là les 3 volets du développement durable. Dans le champ écologique, le système est toujours allumé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en tout cas avec une technologie moderne, vous ne pouvez pas débrancher le système, ou mal. On le voit par exemple en cas de catastrophe. Donc cette fragilité-là, elle ressort en cas de stress du système. En cas d'inondation, voilà, l'électricité se coupe, elle se coupe d'elle-même, sinon tout disjoncte. Et donc c'est un système qui est toujours allumé, et donc qui consomme en permanence, comme quand on laisse son ordinateur allumé sans s'en servir. C'est un système dont l'optimisation vise, finalement, paradoxalement, l'optimisation notamment écologique, vise à être autonome. On parle de la maison autonome en énergie, qui consomme le moins possible, ou même qui va jusqu'à être un bâtiment positif. Mais positif uniquement en termes d'énergie, on est toujours en déficit s'agissant des autres ressources, notamment transformées. Et puis, d'autre part, les bâtiments à énergie positive, même si l'idée est quand même intéressante, étant donné le caractère un peu fractal du tissu urbain, il y en a quand même, il y en a 10, quoi. Enfin bon, c'est quand même, pour le moment, c'est quand même très limité. C'est quand même intéressant de pousser dans cette voie, mais ce sont quand même des limites. En tout cas, on arrive à un asymptote. En termes d'énergie, on pourrait dire que le système, finalement, pourrait fonctionner à minima, mais pour toutes les autres ressources, on voit mal ce que voudrait dire un bâtiment autonome en eau, par exemple. Il ne s'agit pas de la station orbitale internationale. Et puis, ça a un autre gros défaut d'un point de vue écologique, c'est que c'est sans intérêt pour la biosphère. Ça, c'est un système qui est toujours déficitaire d'un point de vue écologique. Il n'apporte rien à la biosphère. Alors, il y a quelques tentatives pour soit se servir de certaines séquences de la biosphère, soit éventuellement même pouvoir améliorer un peu les choses, mais c'est comme en énergie, vous savez, c'est quand même assez limité, j'allais dire ontologiquement, c'est-à-dire de par la superposition, tout simplement, la superposition de la couche du monde anthropomorphique avec la biosphère. Donc là, il y a vraiment quand même une dissociation, c'est 2 calques différents quand même. D'un point de vue économique, quelles sont les limites de ce système ? Je l'ai dit, c'est un système qui est toujours déficitaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va s'intéresser, un opérateur qui va s'intéresser à la gestion de ce système, il va avoir du mal à faire en sorte qu'il soit autre chose que déficitaire. Alors, il y a certains réseaux qui ont vocation à être bénéficiaires, bien sûr. Je pense à certains parcs de loisirs, ce genre de choses. Mais en règle générale, le système est toujours déficitaire. Ou plutôt, parce que là, je parle d'économie, c'est pas mon sujet, ou plutôt qui, j'allais dire, crée une dette
en permanence, et notamment une dette en termes de ressources transformées ou naturelles, enfin, surtout transformées, comme vous le savez, que ce soit pour la construction du bâtiment ou que ce soit son fonctionnement, dans ces deux phases d'une analyse de cycle de vie, on est toujours en déficit. Deuxième inconvénient d'un point de vue économique, et non des moindres, la fragilité. La fragilité, il suffit de se souvenir de la grande panne électrique de New York en 1976 pour savoir que ce système-là, dès qu'il cesse d'être connecté, eh bien les conséquences sont économiques, sociales, parfois écologiques, de manière très importante. Les coûts estimés, par exemple, d'une grande inondation de l'Île-de-France, enfin de Paris, les coûts directs et les coûts consécutifs de cette éventuelle inondation sont évalués en milliards d'euros. Or, en 2016, on était à 30 cm du niveau de crue critique, 30 cm si la hausse était confirmée, donc on n'était quand même pas très très loin. Voilà. Donc c'est une vraie fragilité d'un point de vue économique. Et puis l'autre gros problème de ce système, c'est le coût des infrastructures. Les infrastructures, dans les pays en voie de développement, le coût de ces infrastructures, assainissement, énergie, alimentation en eau, sont quand même des coûts extrêmement importants. Voilà. D'un point de vue social, les limites sont, j'en ai identifié 3, je pense que là, on pourrait vraiment de viser longtemps. J'en vois, alors, la première en termes d'équité. Tous ces plugs-là, ça c'est un schéma très théorique, mais vous le savez bien, en termes de territoire, ne sont pas identiques, ne sont pas en situation, en termes d'équité, identiques. Par exemple, vous prenez, je sais pas, en montagne, le versant nord et le versant sud, évidemment, ne sont pas logés à la même enseigne. Donc du coup, il y en a un pour lequel les infrastructures coûtent cher, et puis d'autres coûtent moins cher. Alors évidemment, il y a une solidarité au niveau de la nation qui se fait pour lisser ce coût-là, mais néanmoins, on voit bien qu'il y a des parcelles qui sont quand même beaucoup logées à bien meilleure enseigne. On le voit surtout dans des cas de rupture d'énergie, on voit qu'il y a quand même des secteurs qui sont beaucoup plus stressés que d'autres. Le deuxième inconvénient d'un point de vue social, il me semble, c'est, je parlais du compteur Linky, on pourrait parler de beaucoup de choses, je dis Linky, je ne devrais peut-être pas en parler aussi directement, c'est Big Brother, c'est-à-dire c'est vraiment le problème qu'on se pose, c'est le renvoi d'informations sous couvert de gestion du système pose quand même des questions sur ce que vous faites chez vous. Voilà, il y a des questions quand même importantes en termes d'éthique là qui se posent dans un système comme ça par ce mode de fonctionnement-là. Le développement des smart cities et autres, finalement, on peut se demander si on ne va pas en payer un prix relativement élevé en termes de liberté individuelle. Et puis le troisième, et non des moindres, je pense, qui a été bien identifié par un écologiste américain qui s'appelle Murray Bookchin, que je vous recommande d'aller voir. Il y a de bonnes vidéos avec des sous-titres français d'ailleurs pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais, et qui pose une question très simple. Pourquoi aux États-Unis dans les années 30 il y avait une vie dans la rue, et pourquoi, il parlait en 80, il n'y a plus de vie dans la rue aux États-Unis, en schématisant. Hein. Et il dit c'est pas seulement à cause de la télévision. Et il dit c'est à cause de la structure politique, c'est quand même un écologiste de gauche américain, de la gauche américaine, mais il a quand même identifié des structures, il appelle ça les formes de la liberté, c'est un très beau livre, il a appelé ça les formes de la liberté, il a identifié quand même dans ce schéma-là des formes qui posaient problème en termes de liberté, de contact humain, globalement. Pour schématiser, si vous voulez, une partie de la société occidentale bosse à 20h, rentre dans son pavillon, ferme les volets roulants et puis voilà, et passe 3 heures devant un écran plat à regarder les produits de l'industrie américaine. Voilà, bon, je dis ça, j'ai rien contre l'industrie américaine, c'est juste pour fixer les idées. Voilà, alors, ce qui veut dire que ce système-là, on peut en faire une analyse critique qui amène, et là, il faut réfléchir aux propositions qu'on peut faire, qui amène à réfléchir à d'autres modèles de développement.
Et notamment, c'est l'introduction, enfin, cette longue critique m'a permis d'introduire, non pas ce qui serait le contraire de l'économie linéaire, mais qui serait une autre forme finalement, de liberté, qui est l'économie circulaire. Je l'écris, mais enfin, je me demande pourquoi je l'écris, puisque c'est quand même maintenant quelque chose de quand même un petit peu connu. L'économie circulaire. Alors, comme vous le savez, je crois qu'on l'avait dit, je l'avais dit, en tout cas en France, la définition de l'économie circulaire n'est pas du tout figée encore. En général, l'économie circulaire, c'est on a un grand panier de pêche à la crevette, on tire le filet, et puis on voit une gambasse, une algue, un petit crabe et tout, et puis on ne sait pas très bien quoi faire de tout ça, et on en fait une bouillabaisse. Donc, quand on parle d'économie circulaire, on cite en général des expériences tout à fait estimables et intéressantes, et qui sont de plus en plus nombreuses, en général liées à l'écologie industrielle, au recyclage, à l'économie circulaire, sociale et solidaire. Mais on a du mal à articuler ça quand même dans une approche cohérente, et surtout pour les architectes. Je veux dire, pour un architecte, que faire d'un marché, alors c'est tout à fait sympathique, mais que faire d'un marché sous un viaduc, que faire de la gestion des eaux phytosanitaires, c'est très bien. Enfin, je veux dire, l'incidence sur l'architecture, si on reste dans un modèle comme ça, reste cosmétique. Donc la question c'est, pour un architecte, comment prendre cette question d'économie circulaire ? Je ne vais pas faire un petit historique, mais il y a 4 pays, on sait pour le moment qu'il y a 4 pays qui quand même réfléchissent à ces questions-là, l'Allemagne et la France en Europe, j'ai dit qu'ils réfléchissent au niveau gouvernemental, et puis le Japon et la Chine. Voilà, bon, j'ai cité ces 4 pays, il y en a probablement d'autres, mais ce sont les 4 pays qu'on cite habituellement comme réfléchissant à cette question-là. La Chine avec son outil de planification, le Japon comme une question vitale liée à son autonomie et puis à des périodes aussi type Fukushima, l'Allemagne sur des questions d'énergie. Vous savez que l'Allemagne a renoncé, en fait, est en train de renoncer progressivement à l'énergie nucléaire, donc se pose quand même pas mal de questions de développement économique liées à ces questions-là. Et puis la France, depuis la loi qui veut lutter contre l'obsolescence programmée. Voilà. Bon, j'en arrête avec l'historique. Encore une fois, c'est juste pour le savoir. Mais pour nous, en tant qu'architectes, on s'en moque un peu. Je voudrais, pour essayer de mettre de l'ordre dans nos idées, parler de 3 champs de l'économie circulaire, et surtout 3 hypothèses qui, articulées entre elles, j'espère, permettra de mieux voir les choses. Le premier champ, c'est celui de l'écologie industrielle. Voilà. Un champ qui n'a jamais été aussi bien décrit que par Søren Erkman, dans son livre, alors je ne sais jamais comment ça s'orthographie, je crois qu'il y a 2 dates, dans son livre Vers ou pour une écologie industrielle, il cite assez longuement, pour nous, ce qui nous intéresse en tant qu'architecte, l'exemple assez fameux maintenant de Kalundborg, au Danemark, que je vais schématiser de la manière suivante. Vous avez, de mémoire, hein, je le cite comme il le présente. Vous avez 3 usines sur un site industriel, usine A, usine B et usine C. Le principe de l'écologie circulaire, c'est de fonctionner à petite distance et de manière autonome, si je puis dire, en étant rapide. Donc les déchets de l'usine A sont les ressources de l'usine B. Donc là, ça renvoie un peu à ce schéma-là, mais qui est un schéma bouclé. Les déchets de l'usine B sont les ressources de l'usine C, et la boucle est bouclée. Les déchets de l'usine C sont les ressources de l'usine A. Ce système serait mort s'il n'y avait pas quand même ce qu'on appelle des apports nets au stock, notamment d'énergie, avec des apports d'énergie et des échanges d'énergie. Sinon, le système est mort. Hein, en termes presque, si on fait une métaphore avec un métabolisme humain, vivant, le système serait mort s'il n'y avait pas ces apports nets au stock. Et puis il y a un renvoi aussi d'armes d'information, de surplus. Voilà. Donc on reste quand même localement dans une forme comme ça, sauf qu'elle est bouclée. Et l'intérêt, c'est d'avoir des distances, puisque là, il s'agit d'un site de quelques hectares, des distances les plus courtes possibles. Ça, je pense que maintenant, c'est quand même un schéma qui est bien compris. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que là, il a représenté une usine, mais on peut dire, d'une part, on peut changer d'échelle. On peut dire que ça pourrait être les pièces d'un seul bâtiment qui échangeraient entre elles. Par exemple, le zoning thermique, où la chambre de bébé est chauffée par la cuisine, voilà.
Ou alors, à l'inverse, c'est ce que j'appellerais là des opérateurs ou des acteurs, si vous voulez, appelons ça un opérateur du système, pourrait être le réseau d'infrastructure lui-même. Certaines villes, par exemple, le réseau d'assainissement, le réseau d'énergie et le réseau d'adduction échangent dans des points d'échange. Par exemple, il y a une récupération des thermies des eaux grises à des fins de production d'énergie. Donc ces opérateurs-là, c'est pas forcément, et là on commence à sortir de ce schéma, c'est pas forcément un bâtiment, ça peut être à une échelle inférieure. À une échelle inférieure, ça peut être comment on peut s'entendre des espaces intérieurs, parlons simplement. Et à l'échelle supérieure, ça peut être l'infrastructure elle-même. La première considération, une première, comment dirais-je, extrapolation du modèle décrit par Sören Erkman de Canada. La grande hypothèse qu'on peut émettre, c'est que, et si on lit Latour, Bruno Latour, c'est que ça c'est un système, et c'est ce que j'ai dit avec les deux calques, c'est un système qui est compris comme évoluant dans un environnement. Bien sûr, le site de Kallenborn, il est vu bien dans l'environnement. Physique, juridique, administratif, tout ce qu'on voudra. L'idée, inspirée encore une fois de Latour, c'est que si on dit que la nature n'existe pas, ça veut dire où se retrouve la biosphère dans ce système-là. La première hypothèse, c'est qu'un des opérateurs pourrait être une séquence de la biosphère. J'ai oublié de citer Latour. À lire obligatoirement. Une séquence de la biosphère. C'est-à-dire, ça n'est pas le système qui baigne dans l'environnement et encore moins dans la nature, c'est un système qui intégrerait, pour des raisons écologiques, une séquence de la biosphère. L'exemple qui vient tout de suite à l'idée, et qui est cher en général au cœur des étudiants, c'est l'agriculture urbaine. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux matrices, la matrice de l'anthropomorphique et la matrice de la biosphère, commencent à croiser entre elles. Alors, attention, parce que pour le moment, tout ce qui est sorti en agriculture urbaine, par exemple la tour Bosco verticale et à Milan, que vous devez sans doute connaître, utilise effectivement une séquence de la biosphère, mais dans son propre intérêt. L'idée, dans l'économie circulaire, c'est que, je ne dirais pas que le système améliore le métabolisme préexistant, mais en tout cas, à minima, ne le dégrade pas. Et si possible, avec une forme qu'on va voir tout à l'heure, et si possible, commence à initier un métabolisme hybride entre l'anthroposphère et la biosphère. Là, c'est tout à fait Latour, quand il parle de propositions articulées entre les vivants et les non-vivants. Ça, c'est la première hypothèse. Donc, la condition, c'est que cette séquence, si on est capable de parler de séquences de la biosphère, on va parler de séquences du génome, mais est-ce que dans la nature, on est capable de prendre une séquence, de séparer les abeilles de leur contexte, de séparer l'agriculture? Voilà, il y a quand même quelques exemples, notamment avec l'agriculture, où on arrive quand même à séquencer les choses. Eh bien, il faut qu'on rende la dette qu'on a créée avec le développement de l'anthroposphère. Donc, c'est une dette à régler. Ce modèle amène à penser que l'homme est bien le locataire du monde dans lequel il est, et non pas le propriétaire. Voilà, première hypothèse que je vais citer ici, c'est une séquence de la biosphère dans le modèle de l'écologie industrielle, non pas linéaire, mais industrielle. Deuxième hypothèse, je vais effacer. J'aurais pas dû effacer ce schéma, c'est pas grave. Je vais le refaire rapidement, vous l'avez compris, on va le schématiser. Voilà, c'est quand même avec les échanges possibles, rendus possibles, pour que le système fonctionne. Donc ça, en noir, c'est bien une séquence de la biosphère. Je l'ai représenté volontairement en axonométrie, parce que ce plan-là, ce champ-là, c'est l'espace. Vous l'avez compris, il s'agit bien de distance, de l'espace au sens propre du verbe, il s'agit bien de distance dans l'espace. Voilà. C'est pour ça que dire que ce système baigne dans un environnement, finalement, en termes d'écologie, n'a pas beaucoup de sens. C'est quoi l'environnement écologique d'un bâtiment?
quand on sait que des oiseaux migratoires font 3000 km pour une cigogne, je pense que le système, c'est pas uniquement la cheminée en Alsace. Alors, là, je vais faire une petite parenthèse pour introduire le deuxième champ et la deuxième hypothèse. Le deuxième champ, c'est celui plus général du recyclage. Eh bien, plus général, parce qu'on verra qu'on peut le faire parler, ce vocable-là. Alors, là, je vais simplement, pour la clarté, l'argumentation, rappeler que pour un architecte, et pour d'autres, mais surtout pour un architecte, l'espace et le temps sont intimement liés. Alors, pour un physicien, c'est évident depuis Einstein. Mais évidemment, on n'est pas physicien. Il évolue à des échelles qui sont soit beaucoup trop petites, soit beaucoup trop grandes pour nous. On est dans une échelle intermédiaire, mais notre rôle n'est pas moins important. Je voudrais donner un exemple. Je vais juste donner un exemple pour illustrer ce lien intime qu'il y a entre l'espace et le temps. Je m'assois dans un café, une terrasse de café, et je regarde une place publique. Admettons la République, par exemple, la place de la République. Si je la regarde une heure, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir des bâtiments fixes, des nuages mobiles, des véhicules et tout ce qui compose le monde vivant mobile. Bon. Si j'en prends une photo exposée une heure, les bâtiments seront nets et le reste sera flou. Tout le monde sait ça. Si je regarde 10 ans, ou 20 ans, 10 ans, je vais voir que des bâtiments vont commencer à changer. Si je fais l'exercice à la Défense, c'est là aussi évident. Et si je prends 10 000 ans ou 100 000 ans, je vais voir que les montagnes, en même temps qu'il y a des montagnes derrière la place de la République, vont être érodées. Et voilà, on voit que là, la biosphère est sur un rythme qui est le sien. À l'inverse, là, je suis allé donc de notre échelle du temps à une échelle géologique, mais à l'inverse, si je prends une échelle du temps extrêmement raccourcie, comme font les physiciens quand ils raisonnent, supposons que je sois un tout petit microbe dans un sablier qui est en train de se vider. Si je prends une nanoseconde, les 3-4 grains de sable qui sont autour de moi sembleront fixes, alors que si je prends une échelle de la minute, évidemment, mon espace sera entièrement chamboulé. Alors, cette démonstration est un petit peu naïve parce qu'elle montre simplement ce qui bouge et ce qui ne bouge pas, ou plutôt ce qui est vivant ou ce qui ressort d'un métabolisme qui n'est pas complètement inerte. Voilà. Est-ce qu'un paysage urbain est un métabolisme? Sûrement pas, mais ça n'est pas un paysage inerte. Mais l'exemple est un petit peu plus parlant si je considère cette place d'un point de vue plus anthropologique. Par exemple, prenons un exemple qui nous est un peu proche, les révoltes arabes. Celle qui s'est déroulée en Turquie était au départ pour la défense d'un parc, je ne sais plus comment ça s'appelait ce parc, Gézi ou un nom comme ça, sur la place Taksim. Il y a eu la place El Tahrir en Égypte. Il y a eu l'avenue Bourguiba en Tunisie. Je prends cet exemple parce que ce qu'on a pu constater, c'est que ces places sont une géographie, un espace, qui a été relativement déterminant dans la symbolique de ces révoltes, d'une part, et d'autre part, a amené à une anthropologie très spécifique qui lie les événements, l'actualité, et le tissu urbain, pour faire simple. Par exemple, un calendrier a commencé à s'instaurer, le vendredi de la liberté, le jeudi de ne sais pas quoi de l'espoir, ce genre de choses, et les places ont commencé à un peu toutes s'appeler les places El Tahrir. Ça veut dire que cette place, elle peut être considérée presque physiquement, et aussi en termes biologiques, mais aussi anthropologiquement. C'est une petite parenthèse pour dire que, pour un architecte, il est évident que espace et temps sont intimement liés. Les assureurs le savent aussi avec la décennale pour être beaucoup plus trivial. Ça veut dire que ce schéma-là, je peux l'envisager également dans le temps. Si je l'envisage, si je le représente dans une dimension, dans une sorte de rotation, une espèce de pirouette de représentation, dans le temps, on peut très bien imaginer le même fonctionnement. Voilà. Des opérateurs qui échangent entre eux. Alors des opérateurs, cette fois-ci, ce n'est pas un opérateur, c'est un état. L'état d'un bâtiment à un instant T. Par exemple, un bâtiment a un passé et a un futur. Ce qui fait que cet état change, ça n'est pas l'usure du temps,
l'échelle, c'est bien les annuités. Donc là, on revient à la représentation d'une analyse de cycle de vie, les annuités. Et ce qui fait les échanges entre ces états-là, ce sont les intempéries, je l'ai dit tout à l'heure, les intempéries et les avatars humains. Deux processus qui viennent d'une part de la biosphère, d'autre part de l'anthroposphère. Cette manière, en fait, de représenter, alors j'anticipe un petit peu, je vais faire simplement 2 remarques aussi là-dessus. Premièrement, ces états différents, on sait que l'entropie c'est une fonction d'état, d'un point de vue physique, c'est-à-dire une fonction d'état d'un état à un autre. Et deuxièmement, ce qu'on peut dire, c'est que la considération qu'on peut en tirer, c'est qu'on peut très bien voir une conception architecturale, par exemple une restauration, on peut très bien le voir comme le présent, on peut le voir comme le futur du passé ou le passé du futur. Ça a des conséquences d'un point de vue patrimonial, parce que de plus en plus, on commence à gérer un patrimoine, pas forcément sous l'incidence « je gère ce patrimoine parce qu'il mérite d'être sauvegardé », mais je gère un patrimoine comme un acte qui refuse de retaper dans les ressources naturelles. Et ce qui va imposer une connaissance du processus général de ce processus, en quelque sorte. Je vous donne un exemple. J'ai eu récemment un projet pour un ouvrage d'art mobile sur le canal Saint-Martin, où le tablier venait d'une certaine époque, les garde-corps d'une autre. À quel âge d'or se réfère-t-on pour restaurer ce bâtiment? Et en fait, c'est plutôt dans une sorte de dynamique qu'on s'est inscrit, tout à fait dans ce genre de dynamique-là. Cette manière de présenter les choses permet, je pense, de mieux comprendre le recyclage, ce qu'on met habituellement sous le vocable de recyclage, le réemploi, la réutilisation. Et donc là, encore une fois, c'est une question de niveau d'énergie requis. Donc du plus fort niveau d'énergie requis au moins fort. Mais on peut mettre aussi quelque chose qui est cher au cœur de Milbourg, la réduction. Milbourg qui a coordonné l'excellent dictionnaire de l'écologie. Je vous recommande aussi. Réduction, réparation, il y a quand même un certain nombre de choses de l'économie circulaire qui viennent de ça. Et on peut mettre aussi un vocable patrimonial ou architectural plus classique, la réhabilitation, la rénovation, la réaffectation, que sais-je, la rénovation, je ne sais plus très bien ce que j'ai dit, même presque Renaissance, hein, l'histoire pourrait être reconvoquée là-dessus. L'intérêt de cette représentation simultanée de 2 choses qui ont cette forme circulaire, c'est qu'on peut presque en déduire, on peut postuler ce qu'on a, de dire que cette représentation-là peut s'appeler une architecture, comme une sorte de définition actualisée ou adaptée à l'économie circulaire de ce sur quoi on est supposé travailler nous en école d'architecture. Architecture. Je vais donner un exemple tout simple. Si aujourd'hui un client vient vous voir en disant « je veux une maison responsable, écologique, patati patata », je pense que c'est comme ça que vous allez raisonner. Vous allez dire à l'échelle de la maison, premièrement, je vais m'intéresser pièce par pièce à voir s'il ne peut pas y avoir des échanges gratuits, c'est ce qu'on fait en cours de thermique. Deuxièmement, cette maison va non pas être baignée dans une nature, mais va essayer de s'inscrire dans une séquence de la biosphère. Si vous la construisez en forêt, le long du littoral, là vous allez pouvoir quand même intégrer un certain nombre de choses au processus. Et dans le même temps, dire cette architecture-là, elle va évoluer d'une certaine manière. Elle va utiliser des matériaux de récupération, mais aussi, je vais anticiper, non pas juste au dernier jour de la décennale, mais au-delà. Et je dirais, en tant qu'architecte, vous allez me dire, et l'architecte suivant qui réutiliserait les matériaux de ma maison, eh bien comment il s'inscrirait dans ce processus. Ça permet, c'était ma deuxième hypothèse, ça permet, à partir de cette façon de voir l'architecture, de la définir finalement en termes d'économie circulaire, d'introduire la troisième hypothèse dont je voulais vous parler, et qui est effectivement la réponse à la question qu'on se pose d'alternative par rapport à cette économie linéaire, qui est la question de l'économie sociale et solidaire. Je peux effacer? Pas de questions jusqu'à présent? Je suis suffisamment clair? Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, dans les études qu'on me demande, les expertises concrètes, cette manière de voir est très opérationnelle.
Voilà, je pourrais vous donner un tas d'exemples, mais bon, le temps nous manque. Troisième hypothèse, celle de l'économie sociale et solidaire. Si je repars de ce schéma-là, finalement, et du petit schéma un peu sphérique de ces économies, de ces hypothèses, je me dis comment ces architectures peuvent vivre ensemble. Alors, il y a deux hypothèses. Soit, comme pour le bâtiment ici, elles se pluguent sur un système d'infrastructure. Bon. À ce moment-là, tout le raisonnement que j'ai fait sur la maison, par exemple, eh bien, c'est effectivement l'aboutissement le plus vertueux, disons le plus autonome, par rapport à ce système de réseau. Mais là aussi, les limites sont vite atteintes. Par exemple, après la réunification en Allemagne, il y a eu certaines parties de l'Allemagne de l'Est qui ont connu des fluctuations démographiques importantes. Un afflux, reflux, bon. Et leur réseau, alors qu'on leur disait, par exemple, d'économiser l'eau en installant des chasses différentielles, il est arrivé des époques assez récentes où on leur demandait au contraire d'utiliser maximum de l'eau, de tirer la chasse d'eau, voilà, pour faire fonctionner les infrastructures qui, elles, qui n'avaient pas cette flexibilité. Donc, la question, c'est comment ces architectures-là pourraient fonctionner ensemble. Là, je vais me référer encore une fois à la tour, mais à la tour et plus que ça, à Calon, aussi Michel Calon. Je crois que ça s'écrit comme ça, j'espère que ça s'écrit comme ça, à qui on doit la théorie des acteurs réseau, qui est, si je devais la schématiser, qui est, à partir des nouvelles questions qui sont posées en termes d'éthique, comment la société peut s'organiser, comment la politique peut décrire des systèmes qui ne soient pas... l'économie... je vais reprendre. Les acteurs réseau, c'est une idée qui consiste à réfléchir à la politique libérée de l'économie, qui ne soit pas seulement un savoir-faire, mais qui constitue les infrastructures de nos sociétés. Voilà. C'est-à-dire que, grosso modo, ça veut dire... comment expliquer ça? Je vais donner un exemple concret pour les architectes. J'en ai encore parlé tout à l'heure avec un ami. Le BIM, par exemple, c'est une optimisation du système. Alors, avec certaines considérations intéressantes en termes de recyclage, on l'a vu, et de gestion du système. Mais c'est quand même un système qui constitue un savoir-faire. On le voit, par exemple, si on va commander une cuisine, eh bien la cuisine, elle est faite en temps réel par le cuisiniste, et puis c'est commandé, et puis ça arrive. La question, si on veut avoir une approche critique du BIM, qui se met en place, et qui pour le moment se met en place comme un savoir-faire, en fait, comme une facilitation du processus, est-ce que le BIM participe d'une infrastructure de nos sociétés, au sens social par exemple, ou écologique, dont j'ai parlé tout à l'heure? C'est une grande question. Donc la question, c'est comment ces systèmes-là peuvent fonctionner. Les acteurs réseau, ça consiste aussi à voir que dans ces infrastructures, il y a des acteurs, les étudiants en sont d'ailleurs, les étudiants en sont, mais aussi les séquences de la biosphère, on peut imaginer que ce soit des acteurs, et on peut imaginer que ces sphères, elles, fonctionnent, j'allais dire, hypothétiquement, sans infrastructure de support, en échangeant uniquement. Vous savez, dans le petit schéma que j'avais fait, j'avais dit il y a des échanges d'énergie, mais il y a aussi des échanges, donc ça c'est extérieur-intérieur, il y a des échanges intérieur-extérieur. On peut imaginer que ces échanges-là soient une manière de concevoir ces infrastructures. Je vais donner un exemple, parce que je pense que dans l'histoire, et ça existait, l'histoire récente est autour de nous. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à une vallée qui s'appelle la vallée de Montmorency, dans laquelle, au XVIIe et au XVIIIe siècle, après la Fronde, grosso modo, s'est installée ce qu'on appelle une polyculture, dans une vallée qui n'est pas gigantesque, mais une polyculture, sur des parcelles, jusqu'à 5 types de cultures différentes dans les parcelles. Céréalières, vignes, arbres fruitiers, fourrages, et puis maraîchers. Tout ça pour alimenter la ville de Paris. Et donc on avait Paris qui était un opérateur, la vallée de Montmorency qui échangeait avec la ville de Paris, et qui échangeait pour l'alimenter, par exemple en vin. Voilà. Et la ville de Paris, elle, envoyait ces gadous. Les gadous, c'était ce qui était des déchets ultimes à l'époque, au XVIIe siècle en ville,
et qui sinon restaient en ville, et elles étaient simplement ramenées par des systèmes de transport, utilisant les infrastructures de transport, dans les parcelles de la vallée de Montmorency. Mais, et c'est là où je voudrais montrer ces démonstrations, Paris n'avait pas que des problèmes, n'avait pas que des besoins en nourriture, il y avait aussi des besoins de vêtements, ce genre de choses. Et il y avait un autre changement, une autre sphère en quelque sorte, qui échangeait par exemple les textiles, ce qu'on appelait la BIF, ou simplement la récupération de textiles, soit des fibres, soit des vêtements, avec d'autres opérateurs plus près de Paris, en l'occurrence, qui étaient un peu spécialisés dedans. Toute cette organisation, elle venait d'une considération, entre autres, d'une considération, du fait que la région Île-de-France et Paris est alimentée par un fleuve qui avait sa propre géographie, mais qui, par rapport à la Loire, au Rhône, au Rhin, était un fleuve à faible débit. Et donc il y avait une sorte, à la base, de déficit pour faire vivre ce qui était à l'époque une des 2 plus grandes villes du monde, avec Londres. Et donc cette organisation a fonctionné pendant 2 siècles, s'est arrêtée au moment de l'industrialisation. Ça veut dire que, par exemple, les gens qui pratiquaient la BIF ont été expulsés du système de plus en plus loin, jusqu'à la récupération aujourd'hui, par exemple, des gitans qui viennent récupérer, je donne cet exemple pour les métaux, qui viennent récupérer une fois par mois les surplus en termes de métal. Ça veut dire que finalement le cercle s'est considérablement élargi, et à part cet exemple que je donne, et il y en a d'autres, fonctionne plus tellement de manière circulaire. Mais on peut imaginer qu'à l'horizon, qu'à nos horizons, et aux vôtres notamment, l'architecture se conçoive sous cette forme-là. Je dirais que les 2 réseaux sont intimement critiqués, enfin plutôt éprouvés, à mon avis, par 2 considérations. Celle-là, j'en ai parlé en termes d'éthique, et celle-là, probablement en termes de gouvernance. C'est-à-dire trouver une gouvernance qui puisse un tout petit peu stabiliser ce genre d'interaction. On pense par exemple à Detroit, où après la révolution industrielle, après la décomposition post-industrielle, s'est mis en place une organisation que vous connaissez, je pense, à partir de jardins partagés et l'expérience d'économie sociale et solidaire, mais qui est très fortement questionnée par des questions de gouvernance et qui est très attaquée de ce fait-là. Quand je dis attaquée, c'est attaquée économiquement, par des gens qui essaient de récupérer un certain nombre de choses possibles. Alors je voudrais conclure là-dessus pour dire 2 choses, 2 conséquences qui me paraissent importantes. La première, c'est que je pense que cette question de l'énergie fait que si on parle d'architecture en ces termes-là, l'énergie est ce qui, à mon avis, va, se substituer à une notion cardinale de l'architecture qui est la structure. Soit l'infrastructure, soit la structure du bâtiment, comme on vous l'enseigne, à partir de, comme j'ai dit, de contraintes et ce genre de choses. C'est l'énergie qui, il me semble, maintenant est en train de se servir d'imposition cardinale à notamment une approche en termes de sciences appliquées pour l'architecture. Par exemple, on le constate quand on enseigne la thermique, où on parle constamment d'échange de flux, de différentiel entre 2 systèmes, pardon, 2 environnements, extérieur, intérieur, et voilà. Mais aussi, je le dis, cette question de l'énergie peut intégrer peut-être plus facilement des questions liées au BIM. Voilà, la structure ne devient, finalement, s'efface et ne devient de quelque chose qui était intégré à l'architecture, en est maintenant plus que le support, et après, il me semble que c'est une question qui cesse d'être cardinale. En première année, en cours de structure, en TD de structure, je ne sais pas s'il y en avait non, puisque je suis là depuis seulement 1 an, j'ai donné comme TD un TD lié à l'énergie et non pas au calcul de structure qu'on fait habituellement. Voilà, il y a beaucoup à dire là-dessus. Deuxième conséquence, il me semble importante, c'est que ce modèle-là ressemble à, alors les géographes vont m'attraper, mais ressemble à ce que Fernand Braudel disait de l'Europe dans les années 50, le voyait comme un immense jardin. Alors je suis vraiment extrêmement caricatural et en raccourci. Mais ça permet de définir un horizon, peut-être à
pour le, je sais pas, 22e siècle, par exemple, c'est-à-dire au-delà, un espoir au-delà des échéances écologiques habituellement présentées, 2030, 2050, 2100, et notamment, éventuellement, s'intéresser aux économies de l'arrière-pays, avec des outils que j'ai décrits dans le cours d'écologie que Benjamin a eu le plaisir, si je puis dire, de suivre, des matrices, métabolisme et ce genre d'outils d'études. Voilà, je pense avoir tout dit. Avez-vous des questions? Pas de questions? Alors on se voit la semaine prochaine, merci.